Au cœur de la nuit, le ciel au-dessus de la Méditerranée est devenu rouge sang. 40 traînées de feu flamboyantes ont déchiré les cieux comme la colère des dieux. 40 missiles Gader, iraniens, imparables, impitoyables, lancés dans une tempête coordonnée de destruction pure. Leur cible, Haïfa, le cœur stratégique de l'empire pétrolier d'Israël, la ligne de vie qui alimente toute une nation. L'un après l'autre, les terminaux ont explosé dans une fureur apocalyptique. D'immenses réservoirs de stockage, chacun de la taille d'un gratte-ciel, ont explosé en brasiers géants qui ont illuminé la nuit à des kilomètres à la ronde. En moins de 40 minutes terrifiantes, la fierté de l'infrastructure énergétique israélienne a été réduite à une mer déchaînée de flammes et de métal tordu. Bilan des dégâts, jusqu'ici, 1 milliard de dollars américains. Le système de défense antimissile le plus sophistiqué jamais créé, le dôme de fer, le système Arrow 2, la fronde de David, le bouclier de plusieurs milliards de dollars forgé par le génie américain a été brisé, complètement submergé, totalement humilié. Ce soir, l'impossible s'est produit. Une puissance régionale a frappé à travers les cieux le cœur d'une nation dotée de l'arme nucléaire avec une précision dévastatrice. Et pendant que les flammes dévorent encore Haïfa, les alliés les plus proches de l'Amérique fuient déjà dans une terreur absolue. Des navires de guerre qui virent de bord et s'éloignent, des bases aériennes qui se vident sous le couvert de l'obscurité, des gouvernements qui passent des appels chuchotés et désespérés pour obtenir la clémence. Ce n'est pas une autre escarmouche frontalière. Ce n'est pas une frappe limitée. C'est le moment où le monde a vu une nouvelle réalité naître dans le feu et l'acier. C'est aussi le moment où les limites de la soi-disant plus grande superpuissance de la Terre ont été exposées aux yeux de tous. Comment 40 missiles iraniens ont-ils pu traverser le réseau de défense le plus coûteux jamais construit par l'humanité? À quel point la technologie iranienne, développée au pays et fondée sur l'autosuffisance, est-elle réellement devenue létale? Où est la puissante réponse américaine? Pourquoi Washington hésite-t-il devant cette humiliation? Et la question la plus terrifiante de toutes, l'ère de la domination américaine incontestée est-elle déjà en train de s'effondrer sous nos yeux? Les flammes montent toujours. Le monde retient son souffle. Ce soir, l'histoire ne murmure pas. Elle hurle. Les vraies questions dépassent largement un seul port en feu. Comment 40 missiles iraniens Gader ont-ils pu traverser le système de défense antimissile le plus coûteux et le plus avancé de la planète? Quelle puissance la technologie militaire nationale de l'Iran a-t-elle réellement acquise après des décennies de sanctions? Pourquoi la plus grande superpuissance du monde hésite-t-elle? Et où se trouvent exactement les navires de guerre américains en ce moment? Et surtout, cette seule nuit marque-t-elle le début de la fin de la domination américaine au Moyen-Orient et le lancement officiel d'un nouvel ordre mondial multipolaire? La nuit du 26 avril restera dans les mémoires comme l'une des opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire moderne. Dans un assaut méticuleusement planifié, l'Iran a lancé un barrage massif de 40 missiles balistiques, Gader de moyenne, portés directement contre le terminal pétrolier de Haïfa, le joyau de l'infrastructure énergétique israélienne. L'attaque s'est déroulée en 3 vagues dévastatrices conçues pour submerger et saturer le réseau de défense aérienne multicouche d'Israël. À 2h17, heure locale, la première vague de 12 missiles GAD a décollé de lanceurs mobiles dispersés dans l'ouest de l'Iran. Ces lanceurs, cachés dans des installations souterraines durcies et camouflés parmi des zones civiles, étaient pratiquement impossibles à détruire préventivement. 8 minutes plus tard, la deuxième et plus grande vague, 18 missiles, a hurlé vers la Méditerranée. La dernière vague de 10 missiles a suivi à 2H35 avec des ogives spécialisées. C'était pas un barrage aléatoire, c'était une attaque de saturation classique exécutée avec une précision chirurgicale. L'Iran a délibérément combiné des ogives hautement explosives à sous-munitions et de pénétration. Certains missiles ont suivi des trajectoires déprimées à plus basse altitude pour éviter les radars d'alerte avancés. D'autres ont utilisé des trajectoires en cloche pour brouiller les systèmes de poursuite. Des nacelles de guerre électroniques ont aussi été déployées pour brouiller en temps réel les radars et les réseaux de communication israéliens.
Sur les 40 missiles lancés, des sources israéliennes et américaines admettent maintenant qu'au moins 28 ont réussi à pénétrer les défenses ou à provoquer un impact direct. Les résultats ont été catastrophiques. Le terminal pétrolier de Haïfa, qui traite plus de 60% des importations israéliennes de pétrole brut et de produits raffinés, a été transformé en brasier. 3 immenses réservoirs de stockage contenant chacun plus de 100 000 mètres cubes de carburant ont été frappés directement et ont explosé en séquence. La réaction en chaîne a envoyé des boules de feu à des centaines de mètres dans le ciel. Une épaisse fumée noire s'est élevée à plus de 3 km de hauteur, visible du Liban jusqu'à Chypre. Les principaux quais de chargement du port ont été détruits, les pipelines ont été rompus et les systèmes d'extinction des incendies conçus pour des incidents beaucoup plus limités ont été complètement débordés. Les équipes d'évaluation des dégâts estiment la perte économique immédiate à 1 milliard de dollars américains. Ce chiffre inclut les infrastructures détruites, des millions de barils de stock pétrolier perdus, l'arrêt des opérations et les dommages secondaires aux zones industrielles voisines. Le port restera probablement hors service pendant des mois, peut être plus d'1 an. Ce qui rend cette attaque encore plus saisissante, c'est ceci. Les systèmes de défense légendaires d'Israël ont échoué. Le dôme de fer, optimisé pour les roquettes à courte portée, s'est révélé largement inefficace contre les missiles Gader à grande vitesse et à haute altitude. Les systèmes Arrow 2 et Arrow 3, conçus spécifiquement pour les menaces de missiles balistiques et fortement soutenus par les satellites américains d'alerte avancée, n'ont réussi à intercepter qu'une partie des menaces entrantes. La fronde de David, censée combler l'écart entre le dôme de fer et Arrow, a encore moins bien performé dans des conditions de saturation. Pourquoi ont-ils échoué? Premièrement, le nombre pur et simple. 40 missiles arrivant en succession rapide ont submergé les ordinateurs de commandement et de contrôle. Deuxièmement, la manœuvrabilité avancée du Gader dans la phase terminale a rendu l'interception de dernière seconde extrêmement difficile. Troisièmement, l'Iran a utilisé des ogives, leurres et des paillettes qui ont brouillé les opérateurs radars. Des destroyers américains équipés du système Aegis, positionnés dans l'est de la Méditerranée, ont tenté d'aider avec des intercepteurs SM-3, mais n'ont obtenu qu'un succès limité. À 3H10, l'armée de l'air israélienne avait fait décoller des chasseurs furtifs F-35 et des F-15, mais ils sont arrivés trop tard pour empêcher la frappe principale. Ce n'était pas seulement un succès tactique pour l'Iran, c'était une démonstration stratégique. Pour la première fois de l'histoire, un État non nucléaire a mené une attaque directe de grande ampleur avec des missiles balistiques contre le cœur stratégique d'Israël, et a atteint ses objectifs avec un effet dévastateur. L'impact psychologique peut être encore plus grand que les dégâts physiques. La doctrine israélienne de dissuasion, l'idée que toute attaque serait suivie de représailles écrasantes, a été visiblement mise au défi. Pendant des décennies, les dirigeants israéliens et américains se sont vantés de l'impénétrabilité de leur défense en couche. Ce mythe a brûlé vif dans les flammes de Haïfa. Des analystes militaires qui ont observé cet événement en temps réel le décrivent comme un moment charnière. L'ère de la domination des missiles balistiques par de plus petites puissances est arrivée. Ce qui s'est produit à Haïfa prouve que même les systèmes de défense les plus avancés et les plus coûteux du monde peuvent être vaincus lorsqu'ils font face à des tactiques de saturation déterminées, à des véhicules de rentrée manœuvrables modernes et à une planification opérationnelle minutieuse. Mais qu'est-ce qui rend exactement le missile Gader aussi mortel? Le Gader n'est pas simplement un autre missile balistique. C'est le joyau du programme iranien de missiles autosuffisants, une arme née de décennies de sanctions, d'isolement et d'innovation nationale implacable. Le Gader 110, aussi connu sous le nom de Qader, est un missile balistique de moyenne portée dont le rayon opérationnel déclaré se situe entre 1600 et 2000 km. Cela place chaque centimètre du territoire israélien bien à l'intérieur de sa portée létale. Lancés depuis des transporteurs mobiles dans l'ouest de l'Iran, ces missiles peuvent être installés et tirés en moins de 30 minutes, beaucoup plus rapidement que les anciennes variantes Shahab 3. Physiquement, le GAD mesure environ 16 mètres de haut, pèse entre 17 et 19 tonnes au lancement et transporte une ogive de 650 à 1000 kg. Dans la frappe de Haïfa, l'Iran aurait utilisé un mélange de sous-munitions à fragmentation hautement explosive et d'ogives pénétrantes conçues pour percer des structures renforcées avant de détonner.
Ce qui distingue vraiment le Ghadr, c'est son enveloppe de performance. Il accélère à des vitesses dépassant Mach 10, soit plus de 12 000 km à l'heure durant sa phase terminale. Il peut suivre à la fois des trajectoires déprimées, frôlant la Terre pour éviter une détection précoce, et des trajectoires en cloche qui brouillent les radars de poursuite. Plus dangereux encore, il possède une manœuvrabilité avancée dans les dernières secondes du vol, ce qui rend l'interception de dernière minute extrêmement difficile, même pour les systèmes les plus sophistiqués. Son système de guidage combine la navigation inertielle avec l'assistance GPS et possiblement des radars ou des capteurs optiques en phase terminale. Les ingénieurs iraniens revendiquent une erreur circulaire probable aussi basse que 30 à 50 mètres dans des conditions optimales. Un niveau de précision étonnant pour un missile développé sous de lourdes sanctions internationales. L'Iran a utilisé des ogives, leurres, des nuages de paillettes et des signaux de brouillage qui ont aveuglé les radars israéliens et américains à des moments critiques. Certaines variantes du Ghadr auraient transporté des véhicules de rentrée manœuvrables qui effectuaient des manœuvres d'évitement en zigzag à des vitesses hypersoniques, rendant presque inutiles les intercepteurs traditionnels à impact direct. Le système Arrow 3, développé conjointement par Israël et les États-Unis, a été spécifiquement conçu pour contrer des missiles balistiques comme le Ghadr à un coût de centaines de millions par batterie. Pourtant, cette nuit fatidique, même avec des données en temps réel provenant d'actifs américains, il a été submergé. 40 menaces entrantes arrivant en vagues rapides et échelonnées ont dépassé la capacité d'engagement simultané du système. Les intercepteurs américains SM-3 à bord de destroyers équipés du système Aegis en Méditerranée n'ont guère mieux réussi. Le volume pur, la vitesse et l'imprévisibilité du barrage de Ghadr ont révélé une vérité fondamentale. Aucun système de défense dans le monde ne peut arrêter de manière fiable une attaque déterminée de grande ampleur par missile balistique mené par un adversaire capable. Ce succès est le résultat direct de la doctrine d'autosuffisance de l'Iran. Sous des décennies de sanctions, l'Iran a massivement investi dans la production nationale de missiles. Des usines profondément situées à l'intérieur du pays produisent maintenant en masse des moteurs fusées solides et liquides, des systèmes de guidage et des ogives avec un minimum de composants étrangers. Les scientifiques iraniens ont maîtrisé les matériaux composites, l'usinage de précision et les technologies de propulsion à carburant solide, autrefois jugées impossibles sans accès aux chaînes d'approvisionnement occidentales ou russes. L'impact psychologique et stratégique ne peut pas être surestimé. Pendant des années, des responsables israéliens et américains ont rejeté les missiles iraniens comme de la ferraille volante imprécise. Ce récit est mort dans les flammes au-dessus de Haïfa. Le Ghadr a prouvé qu'une nation sanctionnée peut développer des armes capables de défier les défenses les plus avancées du monde. Voilà la nouvelle réalité de la guerre au XXIe siècle. Les missiles balistiques ne sont plus le domaine exclusif des superpuissances. Des nations comme l'Iran ont démocratisé la capacité de frappe stratégique par l'ingéniosité, la persévérance et la nécessité. Alors que le ciel au-dessus de Haïfa brillait encore de l'orange infernal du pétrole en feu, le monde a tourné les yeux vers Washington. Comment la soi-disant plus grande superpuissance allait-elle répondre à cette frappe directe et humiliante contre son plus proche allié au Moyen-Orient ? La réaction américaine initiale a été rapide dans les mots, mais douloureusement lente dans les actes. La déclaration était ferme en surface. Les États-Unis se tiennent épaule contre épaule avec Israël. Nous soutiendrons notre allié avec tout ce qui est nécessaire pour se défendre. Pourtant, derrière la rhétorique musclée, la réalité sur le terrain racontait une histoire très différente. Le groupe aéronaval du SS Abraham Lincoln, déjà positionné dans l'est de la Méditerranée, a immédiatement haussé son niveau d'alerte. Des chasseurs F-35C Lightning II ont lancé des patrouilles aériennes de combat. Des destroyers équipés de systèmes Aegis se sont repositionnés pour fournir une couverture supplémentaire de défense antimissile. Des ravitailleurs américains cassés, un 3-5, et des avions de reconnaissance ont commencé des opérations jour et nuit. Cependant, il n'y a pas eu de contre-frappe immédiate. Aucun missile Tomahawk n'est tombé en pluie sur les sites de lancement iraniens. Aucun bombardier furtif B-2 n'a traversé l'espace aérien iranien. Pourquoi cette hésitation ? La vérité, c'est que l'Amérique se retrouve coincée dans une camisole de force stratégique. Washington est dangereusement étiré sur plusieurs théâtres.
Avec des engagements massifs en Ukraine, des tensions croissantes en mer de Chine méridionale et le besoin constant de dissuader la Corée du Nord, le Pentagone ne peut tout simplement pas se permettre une guerre à grande échelle contre l'Iran en ce moment. Des sources du Pentagone ont confirmé que le commandement central américain avait demandé une autorisation immédiate pour des frappes de représailles, mais que la demande avait été refusée au plus haut niveau. À la place, l'administration a opté pour une approche plus mesurée, en envoyant d'urgence des batteries supplémentaires de défense antimissiles THAAD en Israël, en accélérant la livraison de munitions de précision et en déplaçant discrètement un autre groupe aéronaval vers le canal de Suez. Mais ce sont des mouvements défensifs, pas offensifs. Les retombées économiques frappent déjà durement l'Amérique. Les prix mondiaux du pétrole ont bondi de plus de 22% dans les 24 premières heures. La libération des réserves stratégiques de pétrole est envisagée, mais des experts avertissent qu'il ne s'agit que d'un pansement temporaire sur une crise qui s'aggrave. Même les alliés européens de l'Amérique au sein de l'OTAN montrent des signes de réticence. Plusieurs nations clés ont exhorté Washington en privé à désamorcer plutôt qu'à escalader, craignant une guerre plus large qui pourrait faire exploser les prix de l'énergie et déstabiliser leurs économies déjà fragiles. La coalition des pays volontaires, autrefois incontestée, se fracture. Pendant ce temps, les alliés américains dans le monde arabe sont en mode panique totale. Plusieurs États du Golfe qui maintiennent des partenariats de sécurité discrets mais essentiels avec l'Amérique ont déjà ouvert des communications en coulisses avec Téhéran. Des rapports de renseignement font état de câbles diplomatiques urgents suppliant l'Iran de ne pas viser leurs propres installations pétrolières. Certains auraient même demandé discrètement aux États-Unis d'éviter d'utiliser leur base pour toute opération de représailles majeure. Cette crise expose les limites douloureuses de la puissance américaine en 2026. Pendant des décennies, les États-Unis ont conservé la capacité de projeter une force écrasante n'importe où dans le monde, à tout moment. Cette époque s'estompe. La technologie moderne des missiles balistiques, surtout entre les mains d'adversaires déterminés, a fondamentalement modifié le calcul des coûts et des bénéfices de l'intervention militaire. L'Iran a réussi à établir une nouvelle équation. Il peut frapper Israël directement, infliger des dommages économiques massifs et tout de même défier les États-Unis de répondre d'une manière qui risquerait une guerre régionale que l'Amérique veut désespérément éviter. À Washington, dans les cercles du pouvoir, les débats enflammés font rage. Les faucons au Congrès réclament une action militaire immédiate, tandis que les réalistes avertissent qu'une frappe contre l'Iran pourrait déclencher une réaction en chaîne. Le Hezbollah lançant des dizaines de milliers de roquettes depuis le Liban. Les forces houthis fermant le détroit de Bab el-Mandeb. Des mandataires iraniens activant des cellules dormantes à travers la région. Le fantôme de l'Irak et de l'Afghanistan hante encore la prise de décision américaine. Au-delà des missiles, au-delà de la technologie et au-delà des terminaux en feu de Haïfa, se trouve une force beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle arme. La volonté incassable d'une nation. Depuis plus de 4 décennies, l'Iran vit sous les sanctions les plus dures de l'histoire moderne. Ses scientifiques assassinés, son économie étranglée, son peuple mis sous pression. Pourtant, au lieu de se briser, l'Iran s'est durci. Chaque nouvelle sanction est devenue du carburant pour son programme de missiles. Chaque menace est devenue une raison de creuser plus profondément. Chaque acte d'agression est devenu la preuve que la reddition n'a jamais été une option. Les soldats, ingénieurs et commandants iraniens ne se battent pas pour des contrats pétroliers ou de l'aide étrangère. Ils se battent pour la dignité, pour la souveraineté et pour la conviction que leur nation ne s'agenouillera plus jamais devant des puissances étrangères. Comparez cela à l'autre camp. Les forces américaines et israéliennes possèdent une technologie supérieure, des fonds illimités et l'appui de l'alliance militaire la plus riche du monde. Pourtant, leur puissance est largement empruntée, construite sur des alliances, le partage technologique et la dépendance financière. Quand les missiles volent et que le vrai coup de la guerre apparaît, l'hésitation s'installe. Les calculs politiques, la peur des pertes et l'opinion publique intérieure affaiblissent rapidement leur détermination. Les combattants iraniens, au contraire, ont intériorisé l'idée que la mort est préférable à l'humiliation. Cela crée une asymétrie qu'aucun radar ni aucun intercepteur ne peut surmonter. Quand une nation est prête à endurer
la douleur, le sacrifice et l'isolement pour sa cause, elle obtient un avantage stratégique que la technologie seule ne peut égaler. Les missiles Ghadr qui ont détruit Haïfa n'étaient pas seulement de l'acier et du carburant. Ils ont été lancés par des hommes et des femmes qui croient que leur cause est juste et que leur résistance est existentielle. Alors que les incendies font rage à Haïfa, un feu beaucoup plus vaste se propage sur la carte du monde. La frappe de 40 missiles Ghadr a fait plus que détruire un terminal pétrolier. Elle a accéléré la fin de l'ère unipolaire américaine. Nous assistons en temps réel à la naissance d'un monde véritablement multipolaire. Pendant 30 ans après la guerre froide, les États-Unis ont été la superpuissance incontestée, façonnant les règles mondiales, imposant leur volonté par la puissance militaire et la domination financière. Cette illusion est maintenant fissurée sous le ciel méditerranéen. Une puissance régionale sanctionnée a frappé le plus solide allié de l'Amérique avec précision et impunité, et la réponse de Washington a été mesurée, hésitante et retenue. Cette seule nuit a considérablement renforcé l'axe de résistance émerge, l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Moscou a déjà offert un soutien discret en matière de renseignement. Pékin, tout en appelant publiquement à la retenue, célèbre en privé le coup porté à la crédibilité américaine tout en sécurisant du pétrole iranien à prix réduit. Pyongyang observe avec satisfaction, sachant que sa propre technologie de missile est validée sur le champ de bataille. Le message est clair. L'ancien ordre se fracture. Les nations qui craignaient autrefois les représailles américaines calculent maintenant qu'elles peuvent agir avec audace et survivre. Pendant ce temps, les alliés de l'OTAN deviennent nerveux. Des dirigeants européens qui s'appuyaient autrefois aveuglément sur la protection américaine se demandent maintenant discrètement si l'Amérique peut encore garantir leur sécurité quand elle peine à protéger Israël. Les flammes au-dessus de Haïfa brûlent toujours, mais le véritable incendie s'est déjà propagé à travers le monde. Ce soir, nous avons été témoins de plus qu'une simple frappe militaire. Nous avons été témoins d'un tournant de l'histoire. 40 missiles iraniens, Ghadr, n'ont pas seulement détruit un terminal pétrolier, ils ont brisé l'illusion d'une domination américaine incontestée et prouvé que la détermination, l'autosuffisance et la volonté nationale brute peuvent défier même les puissances les plus redoutables de la Terre. Le monde unipolaire est en train de mourir. Une nouvelle ère multipolaire est née dans le feu et l'acier. L'Amérique fait maintenant face à un choix douloureux. Escalader vers une guerre régionale dangereuse qu'elle ne peut pas facilement se permettre, ou accepter une nouvelle réalité où ses alliés peuvent être frappés et où sa puissance peut être contestée. Ce que Washington choisira ensuite définira le reste de cette décennie. Le monde regarde. Moscou, Pékin et Pyongyang prennent des notes. L'axe de résistance est devenu plus audacieux. Et l'ancien ordre se fissure. L'Amérique réaffirmera-t-elle sa puissance avec une force écrasante, ou l'ère de sa suprématie mondiale a-t-elle finalement atteint sa limite? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.